Les Alpes, au cœur du continent. Nulle part en Europe, la violence de la nature n'est aussi visible qu'ici. Le climat a façonné ces montagnes, qui, à leur tour, façonnent notre climat. Serait-il imaginable qu'un fléau s'abatte ici et s'étende à toute l'Europe ? À 1000 km au nord des Alpes, Kiel, en Allemagne. Cette ville portuaire est le siège de l'Institut Leibniz des sciences de la mer, l'IFM Geomar. C'est ici que les scientifiques étudient l'interaction complexe entre les océans et le climat. L'IFM Geomar est le point de départ de nombreuses expéditions. Les préparatifs ont lieu dans cette salle. Une équipe d'experts planche sur la question suivante. Un phénomène climatique extrême peut-il provoquer un désastre majeur sur l'ensemble du continent ? Une catastrophe est causée par l'enchaînement de nombreux facteurs. Mojib Latif est un climatologue de renommée internationale. Il dirige l'étude, interroge ses collègues et rassemble les réponses. Nous observons des phénomènes extrêmes opposés. Un soleil radieux au sud, des pluies torrentielles au nord. Albert Zoudi dirige une station météorologique de l'Institut central autrichien de météorologie et de géodynamique. Il a entrepris un grand nombre de vols d'observation dans les Alpes et connaît les facteurs déterminant le temps dans cette région et dans l'ensemble de l'Europe centrale. Les forces déchaînées de la nature peuvent-elles plonger toute une civilisation dans le chaos ? Wolf Dombrovski est expert en risque et s'intéresse à la vulnérabilité de notre civilisation moderne. Comment la nature et la société entrent-elles en conflit et comment les hommes se comportent-ils en cas de catastrophe ? D'après le scénario des 3 scientifiques, un désastre majeur se prépare en douce sur plusieurs mois. Notre planète, un corps vivant dans l'univers constamment remodelé par les forces de la nature depuis des milliards d'années. Aujourd'hui, l'humanité est devenue elle-même une force de la nature. Elle a bâti d'immenses centres de civilisation. C'est particulièrement vrai en Europe, où la densité de population et la concentration de biens matériels sont plus importantes que jamais. Cela nous rend vulnérables. Ainsi, les Alpes, qui forgent le climat du continent, comptent aujourd'hui 14 millions d'habitants. Villes et villages avancent de plus en plus dans les vallées souvent étroites. Pourtant, les Alpes demeurent une île vierge dans un océan de civilisation. En montagne, on est en prise directe avec le temps et on découvre bien souvent sa violence. Avec ses sommets exposés, la chaîne alpine constitue un précieux indicateur des changements météorologiques dans toute l'Europe. Culminant à 3100 mètres d'altitude, le Sonnenblick abrite l'observatoire météorologique le plus haut et le plus ancien du continent européen. Aucun autre point de vue n'offre un tel panorama sur le temps que cet avant-poste perché dans le ciel d'Europe centrale. Des météorologues se rendent ici depuis 120 ans. Jour après jour, ils collectent et archivent des données. Température, force du vent, heure d'ensoleillement, pression atmosphérique, humidité de l'air. Aujourd'hui, cette station compte parmi les plus modernes au monde. L'une de ses principales missions consiste à déceler les événements météorologiques extrêmes. Il s'agit de comprendre le comportement de l'atmosphère et comment de brusques écarts de la norme peuvent entraîner des catastrophes. C'est précisément la question à laquelle les experts de Kiel tentent de répondre.
Le temps est un ensemble de forces puissantes qui agissent sur la Terre. Normalement, le temps et la surface terrestre sont au diapason et nous ne remarquons rien. Mais quand le temps s'écarte de la norme, que le système dérape, nous sommes vraiment exposés à ces énormes forces. En effet, oui. Une avalanche qui dévale chaque année la vallée par le même couloir ne cause pratiquement pas de dégâts. Et les médias n'en parlent même pas. Mais si la neige emprunte une autre voie, au mieux une forêt sera touchée, au pire un village peut être rayé de la carte, comme nous en avons fait l'amère expérience à Galtur. La relation avec le temps n'est pas partout la même. Si nous, Européens, nous avions aussi peu de pluie qu'un Touareg du Sahara, nous aurions un gros problème. Ou si nous étions confrontés aux énormes masses d'eau d'une mousson normale au Bangladesh, ce serait la catastrophe. On peut penser aussi à la neige dont les touristes raffolent. En Grande-Bretagne, ce serait un désastre pour le trafic routier. Cela montre vraiment que nous sommes sur le fil du rasoir et que nous pouvons à peine nous écarter de la norme. Les longues séries de mesures réalisées sur le Sonnenblick ont permis de définir la norme. Mais depuis quelques années, les écarts extrêmes sont de plus en plus fréquents. Aujourd'hui, le Sonnenblick joue un rôle important dans la prévention de phénomènes météorologiques dangereux. C'est ici que le système d'alerte météorologique par Internet a été mis au point pour l'Union européenne. En Europe, un grand nombre de particuliers et d'entreprises, notamment les agriculteurs, dépendent directement du temps. Chacun a librement accès au bulletin d'alerte météo. 1 million de personnes utilisent ce service quotidiennement et leur nombre ne cesse de croître. Un code couleur indique le degré d'alerte. La mise en garde concerne les phénomènes météorologiques extrêmes qui se sont multipliés ces dernières années. En janvier 2007, la tempête Kirill s'abat sur l'Europe centrale. Les dégâts infligés aux bâtiments, aux infrastructures et aux forêts se montent à plusieurs milliards d'euros. 2005, un hiver extrêmement rude frappe toute l'Europe centrale. Des vallées entières sont englouties par les avalanches. Été 2003, la canicule entraîne une pénurie d'eau et d'énormes incendies de forêt en Europe du Sud. En 2002, de violentes averses provoquent l'inondation du siècle en Allemagne, en Autriche, en Slovaquie et en République tchèque. Face à la diversité des phénomènes extrêmes, il est difficile d'esquisser un scénario précis. Admettons que l'on s'achemine petit à petit vers une catastrophe. Même si on ne remarque encore rien, comment cela se passerait-il ? Imaginons que la neige commence à fondre dans les Alpes, alors qu'il n'a par ailleurs pas neigé de tout l'hiver. Il n'y a donc presque plus de neige. L'industrie du tourisme se plaint du manque à gagner, alors que les agriculteurs attendent impatiemment la pluie. Le temps est un sujet qui dépasse depuis longtemps les météorologues. C'est devenu un facteur économique important. Que nous ont dit les médias en 2007 ? L'hôtellerie se plaint d'une baisse des recettes et les agriculteurs craignent une mauvaise récolte. Oui, mais là, il faut que j'intervienne, Monsieur Zoudi. Normalement, à cette saison, nous avons l'eau de la fonte des neiges. Nous avons de violentes averses et des inondations. Est-ce que ce scénario est réaliste ? En 2007, nous avons eu une sécheresse extrême, surtout dans le sud. En 2006, c'était exactement l'inverse. De violentes tempêtes d'hiver, cumulées à la fonte des neiges, puis aux averses, ont provoqué des inondations dans de vastes régions d'Europe de l'Est. Nous avons évité de justesse une catastrophe majeure à l'échelle du continent. En Europe, la nature et la civilisation ont appris à coexister au millénaire. Cependant, l'éventail des phénomènes extrêmes reste considérable et dangereux. Ainsi, nous connaissons la fonte des neiges dans les Alpes. Des milliers de ruisseaux d'Agne ne se gonflent ou même ne coulent qu'à cette période de l'année. Ils alimentent les rivières des Préalpes qui atteignent leur niveau le plus haut à la fin du printemps. Mais il peut arriver qu'après un hiver où il a peu neigé, les montagnes soient sèches et par conséquent, les plaines lointaines aussi. Le temps agit donc sur une grande échelle. Parmi les facteurs qui influent sur le climat alpin, nous pouvons citer l'Atlantique, à des milliers de kilomètres à l'ouest.
Cette température en surface détermine la quantité d'eau que les vents d'ouest absorbent. La surface de contact est immense. Les masses d'air, d'eau et d'énergie qui circulent ici, colossales. Ce n'est que lorsque la vapeur d'eau, contenue dans les myriades de particules de poussière, se condense en gouttelettes et gèle, que l'on peut la voir. Le vent charrie ses cristaux de glace vers l'est, jusqu'au centre du continent. Les nuages qui passent dans le ciel sont de gigantesques courants d'eau, aussi vastes que le Rhin ou le qui se nourrissent de ces nuages. Leipzig, l'Institut de recherche sur la troposphère, la partie inférieure de l'atmosphère terrestre. Ici, le professeur Jost Heinzenberg étudie les nuages, leur formation, leur composition et leur comportement. Dans nos régions, certaines trajectoires sont déterminées par un courant de vent d'ouest qui traverse l'Atlantique et se dirige vers l'est pour gagner le continent asiatique. Au cours de l'année, cette zone de vent d'ouest se déplace en fonction de la position du soleil. L'été, elle se dirige plutôt vers le nord et l'hiver vers le sud. Et donc, les trajectoires des zones dépressionnaires changent elles aussi entre l'été et l'hiver. À l'intérieur de cette grande autoroute par laquelle les zones de basse pression transitent, on trouve quelques embranchements qui sont empruntés de temps en temps. Cela s'explique par l'influence des hautes montagnes telles que les Pyrénées ou les Alpes, ou encore par les différences entre la terre et la mer au niveau des régions côtières. C'est ainsi que les trajectoires se forment. Les unes sont inoffensives parce qu'elles débouchent sur une impasse et qu'il n'y a plus d'énergie, et les autres sont dangereuses. L'eau, l'air et l'énergie sont toujours là. Les risques persistent donc. Il y a danger à partir du moment où les éléments quittent leur trajectoire habituelle. Exactement. Et le facteur spatial, comme le facteur temps, entre en jeu. Par exemple, quand une période de sécheresse ou de pluie dure plus longtemps que d'habitude, cela peut vite devenir dangereux. Ou alors l'échelle change. La force du vent, les précipitations ou les températures atteignent des valeurs extrêmes. J'aimerais revenir sur les tempêtes d'hiver. Aujourd'hui, les compagnies d'assurance classent ces risques naturels parmi les plus élevés, au même titre que les éruptions volcaniques ou les tremblements de terre. Cela confirme ce que nous disons ici. Oui, surtout en Europe centrale où la densité de population est élevée. Les chutes de neige sont suivies par un froid glacial et des vents forts. Il y a un risque important. L'hiver extrême qui a frappé l'Europe en 2006-2007 a fait peu de morts, mais des dégâts matériels colossaux. Les énormes travaux de déblaiement ont mis nombre de communes des Préalpes dans le rouge. Des villes ont été coupées du monde extérieur. Entreprises et écoles sont restées fermées. Des milliers de toits se sont écroulés et des dizaines de milliers de personnes ont dû déblayer la neige pendant des jours entiers pour sauver leur maison. Sur le Danube, le trafic marchand est resté paralysé pendant plusieurs jours. De nombreuses centrales hydrauliques ont gelé. Des lignes à haute tension ont cédé sous le froid ou ont été détruites par les avalanches. Dans les Alpes, nous sommes dépendants de l'énergie hydraulique. La situation commence à poser problème. Oui, ça se présente mal. J'ai l'impression que la situation s'aggrave petit à petit. À partir de quand parle-t-on de crise ? La question, c'est de savoir quand ces phénomènes isolés deviennent un processus interactif. Crise, quand tout le monde est concerné. En cas d'hiver rude, les centrales hydrauliques et les personnes vivant à proximité immédiate sont exposées à d'autres dangers. Après une forte chute de neige, des hélicoptères se dirigent vers des points stratégiques en montagne pour accomplir une mission difficile. Cet appareil est chargé d'explosifs. Objectif, empêcher un tsunami. Lorsqu'une grosse avalanche atteint un lac de barrage, elle provoque un raz-de-marée et parfois même la rupture du barrage, avec des conséquences fatales pour les villages en contrebas.